Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Que faire au jardin au mois de novembre? Toujours pareil, hein. Il y a des choses qui étaient valables le mois dernier et qui sont toujours valables ce mois-ci. Puis voilà, si vous avez loupé, j'ai fait une conférence sur l'arbre ce mois-ci. Une super conférence de 45 minutes sur le monde mystérieux de l'arbre que je vous invite à regarder. Donc je vous mets ça dans le coin par ici, ça doit apparaître. Voilà. Et puis c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Dans mes serres, il me reste encore quelques tomates, hein. C'est vraiment, même dans les serres, c'est un peu la fin des tomates. Généralement en novembre, il fait beaucoup trop froid pour qu'elles tiennent, mais parfois elles peuvent résister jusqu'à Noël. Ça dépend un petit peu de la saison que l'on a ici dans le sud. Dans le jardin, en plein air, j'ai des néfliers allemands qui sont en plein fruit en fait. Ils sont remplis de fruits et je vais pouvoir les récolter dès qu'il y aura les premières gelées. Donc dès que il y aura des gelées, les fruits seront blettes et ils seront très bons à consommer. C'est un goût entre la compote de pommes, compote de poire. Novembre, c'est une excellente période pour planter tout un tas d'arbres, notamment, enfin de plantes vivaces en général, mais des arbres particulièrement. Il y a même un petit dicton qui dit à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc voilà. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu planter des arbustes, enfin un arbuste et une liane à côté de ce cerisier. Donc là ici on a un petit cerisier qui doit avoir à peu près 5 ans je pense, grosso modo. Il se trouve dans un poulailler, donc il y a pas mal de poules déjà qui interagissent avec lui. C'est-à-dire que les poules vont chasser un petit peu les fourmis ne pourront pas faire d'élevage de pucerons dans l'arbre. Les poules elles vont apporter un petit peu d'azote en faisant leurs excréments autour, elles vont un petit peu désherber légèrement autour, et puis les poules elles profiteront de l'ombre de cet arbre et elles profiteront également des fruits pourris qui risquent de tomber au sol. Dans ce petit coin là, sur à peu près 1 mètre carré au sol, j'aurai du raisin, des cerises et un arbre feuillage persistant qui fait des fruits pour nourrir mes poules parce que je veux que mon poulailler soit le maximum autonome. Bon, je commence par passer un petit coup de grelunette parce que le sol ici est assez compacté parce que les poules, comme je vous dis, elles aiment bien se mettre à l'ombre du cerisier et du coup elles traînent souvent dans le coin. Donc je vais passer un petit coup de grelunette pour décompacter un petit peu autour de ce cerisier. La grelunette, c'est cet outil-là en fait. Donc ça permet de décompacter la terre sans retourner, sans mélanger les couches. Donc c'est pas mal, c'est hyper efficace. Et voilà. Donc là je greline à peu près à 80 cm de cet arbre-là. Juste j'enfonce dans la terre, je tire en arrière et ça décompacte. Voilà, je croise un petit peu dans les deux sens, comme ça je décompacte bien et j'aère bien le sol. Là c'est parfait, donc mon idée en fait c'est de cultiver sur plusieurs étages parce que souvent quand on a un terrain on se l'imagine à plat, on se dit j'ai 1000 m², 2000 m². Mais si on voit en volume, en fait on a plusieurs étages. Et on a beaucoup plus de productivité possible dans un volume qu'à plat. Je vais commencer par planter cette petite vigne. Donc là l'idée c'est que la vigne elle va pouvoir grimper sur l'arbre tranquillement. Elle va même pouvoir passer sur la haie qui est derrière ou sur un autre arbre qui est à côté. Voilà. Donc ça me fera un cerisier avec du raisin. Moi je ne me casse pas la tête, hein. Je laisse les herbes, je laisse tout en place, j'ai juste greliner un petit peu pour décompacter. Et sinon je laisse le sol tel quel, rien de spécial pour le moment. Maintenant que j'ai planté la vigne qui est juste là, je vais maintenant mettre cet Eleagnus. Donc ça c'est une plante à feuillage persistant et qui a la particularité donc, de fixer l'azote atmosphérique et de le remettre dans son sol grâce à des petites bactéries. Et en fait du coup l'arbre à côté pourra profiter de cet azote. L'idée c'est que ces 3 plantes là soient autonomes et qu'elles se débrouillent toutes seules. À mon avis le seul petit truc à surveiller au début ça sera de conduire la vigne ou de la tailler un petit peu pour pas qu'elle aille beaucoup plus vite que l'arbre. Mais c'est tout, après c'est autonome, ça se débrouille tout seul. Et les 3 sont productives et enrichissent le sol en permanence. Et vous avez vu, une fois que j'ai passé un petit coup de grelunette, en fait, j'ai qu'à creuser avec les mains, je mets la plante. Et puis voilà, parce que le sol est vraiment hyper bien décompacté autour. Maintenant que c'est planté les deux là, je vais aller chercher 2 poignées de paille qui se trouvent à quelques mètres du poulailler. Je vais recouvrir de paille un petit peu ce que j'ai greluné pour permettre à la vie du sol de ne pas être trop dérangée. À mon avis, les pouilles, de toute façon, elles vont aller vite fait là-dedans pour gratouiller un petit peu autour. Mais en fait, c'est pas trop dérangeant parce que le fait qu'elles traînent par ici autour, elles vont en fait faire beaucoup d'excréments et elles vont elles-mêmes nourrir le sol. Donc la paille, ça protège le sol momentanément tant que les poules n'ont pas tout gratté. Mais en fait, les poules, elles aussi, elles enrichissent mon sol.
Là, l'idée, c'est de faire tout un tas d'associations bénéfiques pour avoir un système très performant. Donc j'avais un cerisier qui faisait de l'ombre aux poules, qui apportait de la nourriture aux poules en faisant tomber des cerises un peu abîmées. Et en même temps, les poules, elles, faisaient un petit peu d'enrichissement du sol pour le cerisier. Et elles chassaient aussi les fourmis pour éviter que les fourmis fassent des élevages de pucerons dans l'arbre. Donc j'avais déjà un système qui fonctionnait assez bien comme ça. J'ai rajouté donc une plante fixatrice d'azote qui peut apporter des fruits également pour les poules. Donc l'arbre bénéficiera également de l'azote de cette plante-là. Les poules pourront manger également les fruits. Même nous, on peut manger aussi nous les fruits des Elaeagnus, hein, c'est comestible. En plus, c'est une plante à feuillage persistant, donc ça va rester, ça va monter assez haut, ça va rester vert toute l'année. Ça va permettre d'héberger tout un tas d'insectes et les poules adorent les insectes également. Et à côté de ça, j'ai planté également une vigne qui bénéficiera aussi de l'azote produit par cet Elaeagnus et par les poules. Et la vigne en plus, elle va pouvoir grimper sur cet arbre, mais même sur les arbres à côté, sur tout ce qui est à côté. Et ça va me faire une production de raisins en plus de tout ça. Donc pareil, je pourrais manger les raisins qui sont excellents et puis les raisins pourris, ça ira nourrir les poules directement. Donc en fait, c'est un système où tout est connecté et pour être vraiment beaucoup plus performant que si c'était tout seul. Ça me paraît être un exemple de plantation tout à fait performant. Je vous avais fait aussi une vidéo comment rendre productifs des arbres qui ne produisent pas forcément de fruits. Je vous mets le lien de cette vidéo quelque part dans le coin là-haut, ça devrait s'afficher. Quand je viens de planter des arbres comme ça, même si le sol est bien mouillé, je fais toujours un petit arrosage. Ça permet en fait à la terre de bien rentrer en contact avec les racines ou la terre du pot. Et en plus, ça évite un petit peu les stress de la transplantation. Ah oui, j'y pense aussi. L'Elaeagnus, donc Ebingé, c'est aussi une plante très mellifère. Et donc ça fait en ce moment des très jolies fleurs, petites fleurs blanches. Et puis en plus, c'est un fruit qui arrive très tôt au printemps. Donc les périodes de floraison et de fructification est assez intéressant selon moi. Il y a pas mal de gens qui mettent rien dans les poules de peur que les poules mangent tout le feuillage. En fait, c'est vrai quand on a un petit poulailler où il y a trop de poules au mètre carré par rapport à l'espace, quoi. Mais par contre, là c'est dans un parcours très grand. Les poules, elles ont plein d'herbes à manger, plein d'insectes et tout ça. Donc en général, elles n'attaquent pas le feuillage de ce que je plante. Hormis quelques trucs qu'elles adorent, mais en général, elles ne touchent pas les feuilles de mes arbres, arbustes. Elles préfèrent picorer de l'herbe ou des trucs un peu plus tendres. Si vous avez un tout petit poulailler, faites gaffe en mettant des plantes. Parfois les poules les dévastent. Pour certaines plantations un petit peu plus délicates, on va dire, enfin c'est pas forcément tellement plus délicate, c'est quelques plantes auxquelles je tiens un petit peu plus que les autres, je triche un petit peu, je leur mets un petit peu de compost à l'endroit où je vais les planter. Et en fait ça va les aider au départ. Donc là j'ai mis un petit peu de compost sur cette zone de culture. Là ce que je vais planter c'est un aziminier. Donc je vous en ai parlé je pense le mois dernier, c'est des fruits qui ressemblent à des mangues avec plusieurs noyaux à l'intérieur et le goût c'est entre la mangue et la banane. Donc là c'est un Aziminia triloba, cette variété c'est Prima, donc c'est une variété auto-fertile, donc un seul suffit pour avoir des fruits, généralement c'est quand même mieux d'en avoir plusieurs. Donc c'est une plante qui résiste à moins 20 degrés, très résistante. Ça me fait penser que le mois dernier je vous ai mis une liste de pépinières. Mais bien sûr, il y en a plein que j'ai pas cité, et du coup c'est comme ça que j'ai eu cet aziminier. En fait, c'est Sébastien qui regarde mes vidéos et qui m'a dit moi aussi j'ai une pépinière, regarde ce que je fais. Je suis allé voir. Et effectivement, il y a tout un tas de fruits intéressants. J'ai passé une petite commande chez lui. Donc je vous mets quelques liens d'autres pépinières que je ne vous ai pas citées le mois dernier. Donc cet arbre là, je vais essayer de bien le chouchouter, même s'il résiste à moins 20 degrés, là il est un peu petit donc il risque d'être un peu plus sensible au froid. Et puis en plus je vais essayer de faire en sorte qu'il se éclate bien là-dedans. Donc ce que je fais, donc il n'est pas racine nue en cette période, hein, il a encore son feuillage, il est en pot. Donc moi ce que je fais c'est que j'enlève une partie de la terre qui ne tient pas tellement. Hop, je défais un tout petit peu les racines. Ça va inciter en fait les racines à se lancer dans leur nouveau support plutôt que de rester dans ce qu'elles connaissent déjà. Et ça va permettre un petit peu à la vie de ce sol aussi de pénétrer, de rentrer en contact, en fait, qu'il y ait un lien direct avec le sol, mon sol présent et la plante qui est là pour que ça rentre vite en connexion. Donc j'écarte un petit peu ça. Je fais mon trou, là j'ai une terre très meuble, en plus j'ai mis du compost. Donc je peux faire le trou facilement à la main. J'installe ma plante. Je garde l'étiquette, je remets comme ça. Hop, je vais lui remettre un petit peu du compost à son pied en fait pour protéger le sol, pour pas qu'il s'abîme avec le soleil. Hop, je lui remets un peu de ça. J'appelle ça compost, en fait c'est pas du compost, hein, c'est juste de la paille en cours de compostage. Donc c'est un truc très grossier que je lui mets à sa surface.
Hop. Je lui remets également le paillage qui a poussé tout seul autour. J'ai pas de problème dans ma plantation, chez moi ça pousse comme ça pousse comme ça. Ça te dérange si je bosse? Ouais, c'est bon, ok, ouais. Merci. Ouais. Du coup, moi là je vais planter des fèves. Donc là j'ai un petit cerisier aussi. Donc à ses pieds il y a de la consoude, il y a tout un tas de végétaux. Je vais y rajouter un petit peu des cultures comestibles. Donc là je vais y mettre des fèves. En plus, non seulement ça va me produire des fèves pour moi, ça va produire de la biomasse, mais ça va également lui faire de l'azote pour lui. Donc ça lui fera du bien également. Et puis voilà, donc à son pied, mélangé avec tout le reste, je plante les fèves, juste les enfonce dans la paille. Hop. Pour moi, novembre, c'est un peu vraiment la fin des pommes. J'ai les toutes dernières pommes qui traînent dans le jardin. Ce qui est intéressant de faire, c'est de garder quelques petits pépins de pommes, surtout quand c'est nos propres pommes qui ont été faits dans nos jardins, et de les mettre dans des petits gonnets. On leur fait passer l'hiver dehors, et puis voilà, là c'est les semis que j'ai fait l'année dernière. Des petits semis qui ont été faits l'année dernière, et maintenant ils sont assez grands. C'est les derniers qui me restent que j'ai pas encore plantés en pleine terre. Dans le jardin, j'ai également quelques petits gojis. C'est la période où j'ai des petits fruits. Et du coup, pour ceux qui n'aiment pas faire des boutures, on peut très bien faire du marcottage. Ça marche très bien chez les gojis. Donc on prend une branche, ça fait des très grandes branches, on la fait passer dans un petit pot. Un pot rempli de terre que l'on maintient constamment humide. Et en fait, le goji va faire des racines. Tout ce qui se bouture peut se marcoter très facilement. Donc là, c'est une technique de marcotage très simple. Et après, une fois que les racines ont pris, j'ai qu'à couper le plan mère du plan qui est en pot et j'ai un nouveau plan. Pour moi, novembre, c'est une bonne période également pour faire un petit peu d'introspection, de se rappeler un petit peu ce qui a bien marché dans notre potager, les réussites et les échecs que l'on a eus. C'est également du coup une bonne période pour concevoir, au moins dans notre tête, au moins dans ce qu'on rêverait d'avoir, notre jardin pour la saison qui va venir. Ça va permettre après un petit peu de concevoir notre jardin grâce aux leçons du passé, les réussites et les échecs, et en projetant ce qu'on voudrait réussir pour l'avenir. Donc ça me paraît être une excellente période pour faire ça. L'idée aussi que j'aime bien développer en faisant ça, c'est de laisser exploser son imagination, sa créativité en fait. C'est bien d'écouter les conseils, de lire des livres, de s'inspirer de ce qu'ont fait les autres, mais à mon avis c'est hyper intéressant d'essayer de se projeter avec inventer en fait des choses. On n'est pas obligé de copier ce que font les autres, on peut très bien inventer de nouvelles choses. Et c'est ce que moi en tout cas j'essaye de faire en général en hiver. Je me dis tiens l'année prochaine je vais tenter ça, je ne l'ai jamais vu, je vais le faire. Et puis après j'en fais des vidéos, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à inventer des choses. Il y a tout un tas de petits semis ou plantations que l'on peut réaliser en novembre. En dehors des arbres, bien sûr, des plantes de grosse taille, des plantes vivaces, il y a tout un tas de semis ou de petites plantations que l'on peut faire. Je vais vous mettre encore, comme d'habitude, une petite liste. C'est une période où j'en profite pour planter beaucoup de fèves. Alors souvent vous allez trouver, ou fèves et petits pois, vous allez trouver comme conseil de les faire tremper dans l'eau pendant 24 heures avant de les planter pour qu'elles germent plus vite. Alors effectivement elles vont germer plus vite, mais moi cette technique-là ne me convient pas du tout parce que ma façon de planter les fèves c'est de les mettre sur mon pouce et de les enterrer dans le sol. Et quand je les fais tremper dans l'eau en fait, les fèves, les petits pois, les haricots, encore les fèves c'est costaud, mais les petits pois et les haricots, en fait, ils deviennent tout mous et quand je veux les planter dans mon sol, ils s'écrasent sur mon pouce. Donc je ne fais pas ça du tout. Moi, je les mets directement durs en pleine terre. Ça me permet de les enfoncer facilement dans la terre. Et je trouve ça très très efficace, même si je perds peut-être quelques jours sur la germination. Ici, dans le sud de la France, c'est encore une bonne période pour faire les fèves et les petits pois. Après, si vous avez des hivers hyper vigoureux, où les températures sont vraiment négatives, genre moins 15 degrés, les fèves en général, elles meurent à moins 15 degrés.
Les petits pois, c'est la même chose, mais si vous n'avez pas -15, si ça reste aux alentours de 0, -1, -5, ça passe, hein. L'ail, pareil, c'est une excellente période pour planter de l'ail. Donc il suffit d'aller acheter dans un magasin bio de l'ail, vous le défaites et vous le plantez de partout. Pourquoi pas carrément au pied des arbres, hein, ça va éloigner également les maladies. Si vous plantez de l'ail, que vous êtes dans une région où votre sol a tendance à être un petit peu gorgé d'eau en hiver, moi je vous conseille de le planter sur butte. Comme ça le sol sera bien drainé et votre ail ne va pas pourrir parce que l'ail ne supporte pas trop les excès d'eau. Donc bon, ça supporte bien, ça passe l'hiver dans le sol. Mais si vraiment vous avez un terrain qui est vraiment gorgé d'eau, mettez-le sur butte pour que ce soit bien drainé. Donc là j'ai planté des échalotes sur la petite butte qui est juste derrière moi. Ce qui est bien avec la culture de l'échalote ou même de l'oignon ou de l'ail quand on les plante en cette saison, ben en fait c'est qu'on n'a jamais besoin de les arroser, ça n'a pas besoin d'eau. Et même je les plante carrément sur butte, en fait ça permet qu'elles aient un sol toujours bien drainé parce qu'au contraire ça craint les excès d'eau. Donc ça aime bien les terres assez légères. Donc si vous avez une terre trop compacte, trop argileuse, ça vaut le coup de la mélanger un petit peu avec du compost pour l'aérer un petit peu. Donc nous c'est une butte avec du compost, le sol est très léger. Donc j'ai qu'à planter là-dedans et ça va pousser tout seul, sans aucun entretien. C'est pour ça aussi que j'aime bien aussi tout ce qui est potager d'automne et d'hiver. Ce sont des potagers qui n'ont pas besoin de vraiment trop d'entretien. En tout cas c'est sûr que ça n'a pas besoin d'eau, contrairement au potager d'été qui lui a souvent besoin d'eau. Quoique on arrive à s'en passer avec des petites techniques, ça marche bien. Mais ça a quand même généralement besoin d'un tout petit peu d'eau, au moins au moment des semis ou des périodes comme ça. Alors que le potager d'automne-hiver, pas besoin d'eau du tout, quoi. On fait ça, on plante, et puis c'est tout. On viendra récolter quand il y aura une touffe et il y en aura plein à l'intérieur. À chaque fois que j'en plante un, je vais en récolter plein. C'est cool, quoi. En ce moment, je mets vraiment de partout moi, des échalotes. Donc la technique pour les planter, c'est de repérer l'endroit où il y a les petites racines. On met ces petites racines au fond, on enfonce l'échalote pour qu'elle soit juste recouverte de terre, légèrement, même s'il y a un petit peu la pointe qui sort, c'est pas grave. Et puis voilà. Donc j'en mets même là où j'ai des champignons en fait de partout, donc je suis un peu obligé. Les champignons n'aiment pas trop les aliacées, tous ces amis là, mais bon j'en mets quand même. Et puis les champignons se débrouilleront. Si vous avez des plantes un peu jeunes qui craignent le froid, qui craignent le gel, n'hésitez pas à leur mettre une bonne couche de paillage ou de feuilles ou de foin ou de ce que vous voulez, de BRF pour les protéger un petit peu, pour protéger leur système racinaire des grands froids. Comme ça, même s'il y a vraiment un froid très rude, il n'y aura peut-être que la partie en l'air qui va mourir et ça repartira du sol. Moi, je fais ça souvent sur pas mal d'arbres. Effectivement, quand il y a des très grands froids, la partie aérienne meurt, mais ça repart de la base parce que le sol est bien couvert. Les plantes sauvages, il y en a tout un tas en ce moment. Moi j'aime bien, c'est le nombril de Vénus. C'est une plante qu'on trouve sur les murets, généralement exposée plutôt au nord ou bien très ombragée. C'est une super plante comestible, donc nombril de Vénus ou ombilique. C'est très riche en vitamine C, c'est craquant, c'est juteux, c'est top. On peut trouver également dans les champs, souvent dans les terres agricoles, la fausse roquette. Donc on voit, elle fleurit, elle est toute blanche, c'est super bon comme plante. Ça fait plusieurs mois que je vous parle un petit peu des plantes sauvages, qu'elles sont comestibles, qu'elles sont excellentes, etc. Donc ça c'est vrai. Et ce que je ne vous ai pas dit, j'en profite pour vous le dire maintenant, c'est qu'il faut faire attention à l'endroit où vous les récoltez, ces plantes sauvages. Si vous les récoltez au bord des routes, elles seront chargées des pollutions que l'on trouve au bord des routes. Si vous les récupérez dans un champ agricole traité au tout chimique, elle sera également chargée de ces poisons-là, entre guillemets. Donc quand vous prenez des plantes sauvages, essayez d'analyser un petit peu le milieu dans lequel elles se trouvent. Et ne les prenez pas dans des lieux pollués, sinon vous allez consommer un petit bout de cette pollution. Mais c'est valable également pour les plantes qu'on cultive. Si on cultive dans un sol pollué, on va consommer un petit peu de ces mauvais trucs. Pas mal d'arbres perdent leur feuillage, ils enlèvent leurs feuilles avant de passer l'hiver. Ce qu'on peut constater également, c'est que sur les arbres, en fait, les feuilles jaunissent ou deviennent oranges avant de tomber. En fait, ce qui se passe, c'est comme la plante va arrêter de faire de la photosynthèse parce que les journées sont trop courtes et qu'en plus, ça va se libérer de son feuillage, elle arrête de produire de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce qui fait que les feuilles sont bien vertes. Et du coup, en arrêtant de produire la chlorophylle disparaît doucement du feuillage. Et du coup, il ne reste plus que les caroténoïdes dans les feuilles, ce qui donne ce côté rouge, orangé selon la quantité. Voilà, petite info qui sert à pas grand chose. Bon, les herbes hautes, j'en parle tout le temps, mais là j'en parle encore plus parce que c'est vrai qu'en hiver, c'est la période où on va vous conseiller d'acheter des boules de graisse, de mettre à manger aux oiseaux, etc.
En fait, le meilleur aliment pour les oiseaux sauvages, ce sont les herbes, les graines qu'il y a dans les herbes hautes, dans les plantes sauvages. Donc c'est tout intéressant de laisser ces herbes sauvages hautes pour nourrir les petits oiseaux. En plus, le fait qu'il y ait des herbes hautes un petit peu partout, ça va permettre à des insectes de vivre là et les oiseaux se nourrissent également d'insectes. Donc plutôt que de travailler pour débroussailler son terrain pour le rendre entre guillemets propre et après aller travailler pour gagner de l'argent et aller acheter des graines pour mettre aux oiseaux du ciel, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus performant et meilleur pour les oiseaux de ne rien faire du tout et de laisser ces herbes hautes nourrir les oiseaux. Et les oiseaux ont des graines de meilleure qualité que celles que vous allez acheter dans le commerce. Bon, après je comprends le côté esthétique, un peu dérangeant des herbes hautes mortes, mais en tout cas si vous avez la possibilité, laissez des zones sauvages pour les oiseaux, pour la biodiversité, c'est important. Les insectes sont en train de disparaître, les oiseaux il y en a de moins en moins, donc laissez-leur une petite chance, laissez des herbes hautes dans votre jardin. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, je remercie énormément toutes les personnes qui me soutiennent et qui permettent la réalisation de ces vidéos. Donc merci de me soutenir, merci beaucoup. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et au mois prochain pour la nouvelle vidéo de Que faire au jardin, mois par mois. Allez, merci, ciao. Ouais, ça y est, tu peux couper là. Ouais. Ouais, t'appuies sur le bouton. Nickel. Bon, ben, ciao, passe une... Ouais. J'ai plein de nouvelles semences que j'ai fait cette année, reproductives, résistantes aux maladies, avec peu besoin d'eau, pour les personnes qui me soutiennent sur Tipeee.